Le cercle RH, notre débat, le débat de Smart Job pour parler alors du sujet central, les managers, les dirigeants, les leaders. Quel nouveau profil de leader dans ce contexte très particulier, dans cette économie incertaine, avec des salariés qui changent, qui évoluent, qui sont peut-être parfois plus exigeants. On en parle avec mes invités. Yamina Mouka, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau. Vous êtes la CEO de YAM Partners. Alors, vous avez changé et peut-être reconceptualisé votre entreprise. Your Aspirations Matter. C'est quoi ça dit tout. Les attentes de chacun. Et qui va coller d'ailleurs au débat du moment. À vos côtés, Fabrice Coudray. Bonjour Fabrice. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous avez sous le bras cette étude Robert Half, justement avec beaucoup de chiffres, avec le portrait robot, la manière dont on imagine, et dont d'ailleurs va ressembler le manager et le dirigeant leader en 2035. D'après-demain. D'après-demain, c'est-à-dire effectivement, directeur exécutif search justement chez Robert Half et Caroline de Senneville, vous êtes journaliste décideur RH, avec un numéro décideur RH justement sur le bon équilibre face à l'incertitude, c'est-à-dire dans un climat où l'incertitude est forte et ça demande quelques qualités. C'est comme un navigateur en fait, Caroline. Quelques mots quand même sur justement ce contexte et sur la thématique de ce débat. C'est ce que vous avez évoqué, Arnaud. Le contexte actuel est compliqué, crise politique, géopolitique, climatique, arrivée des IA génératives. Tout ça, ça pousse les entreprises à s'adapter sur tous les plans. Le leadership, les leaders exécutifs vont devoir eux aussi se transformer. Et pour que les dirigeants puissent transformer leurs organisations, ils vont devoir réinventer leur modèle d'affaires et sortir des plans de transformation traditionnels qui sont conçus par silos et qui ne devraient plus fonctionner s'ils veulent que leur modèle perdure. Ils doivent aussi, les leaders, repenser leurs instances dirigeantes. C'est l'objet de votre étude sur le visage des comités de direction d'ici 2035, avec certaines fonctions qui devraient prendre de l'importance, comme ceux de directeur de l'innovation ou de la transformation. Voilà, des fonctions qui permettent d'avoir un regard vraiment holistique sur l'entreprise. Ça, c'est le cadre, c'est même des titres de fonction. Chez vous, dans votre étude, vous allez plus loin, Fabrice, parce que vous brossez le portrait, je dirais, émotionnel, humain de ce leader. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité dans le contexte qu'on vient d'évoquer avec Caroline ? Est-ce qu'on a besoin de ce chef un peu vertical, un peu militaire, tout le monde le doigt sur la couture ? J'ai l'impression que ça, c'est fini. Alors, c'est un excellent préambule, parce qu'effectivement, donc, l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle a été européenne, elle a été sur des dirigeants d'entreprises, que ce soit de grandes entreprises ou de PME, et aussi des fonds d'investissement. Donc, on a eu une vision assez intéressante et une prospective à 10 ans de comment le comité de direction allait se composer. Donc au niveau des qualités, c'est vrai, et vous avez dit le mot juste, Arnaud, c'est que le management par silo, je pense, est radicalement terminé, ou tout le moins va s'estomper dans les années à venir. Et ça, c'est donc important. moins de verticalité. Moins de verticalité, beaucoup plus d'horizontalité, et puis surtout, de fait, une qualité d'agilité. Oui. Et il faut être très caméléon. En fait. Lié au contexte économique. Alors, il y a le contexte économique, il y a la situation propre des entreprises, et puis il y a leur vision des années à venir. Comment je transforme mon entreprise ou comment j'amène mon entreprise à de la croissance, à de la profitabilité dans les 5-10 prochaines années. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans les COMEX, on n'a pas toujours le bon casting. Donc, d'où l'importance de faire le bon casting ou de peut-être transformer et de faire les bons choix, parce que parfois les COMEX bougent, et donc il faut se réinspirer. Yamina, quand même, comment vous regardez cette question et le sujet qui est posé sur ces nouveaux profils ? Est-ce que c'est l'œuf et la poule ? Est-ce que c'est parce que les collaborateurs, les salariés ont des rapports à leur travail qui ont évolué que le leader doit s'adapter, ou est-ce que c'est le leader qui insuffle, qui imprime C'est dans quel sens ? Alors, moi, je me pose la question déjà de savoir si le fait qu'on ait des matrices, y ait du sens à ça. Pour une raison très simple, c'est que ces matrices, si on reprend les 30 dernières années, grosso modo, à peu près entre 300 et 500, une vingtaine qui, effectivement, sont assez structurantes et qui sont utilisées comme des modèles. Et on se rend compte que, finalement, dans l'état actuel et quelles que soient les époques, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Je ne comprends pas. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on réinvente à chaque fois le modèle de leader avec, effectivement, des critères basés sur des matrices, etc. Et on se rend compte que c'est toujours compliqué, c'est-à-dire que les entreprises, elles ont du mal à se transformer, il y a effectivement une crise de leadership, enfin, la situation, elle est compliquée. Donc, la question... Ça vient des salariés qui aiguillonnent, ou c'est parce que les leaders sont mal formés et pas à la hauteur ? Alors, moi, j'ai un prisme qui est peut-être un peu différent, c'est que
pour moi, effectivement, il y a plein de postes qui vont se créer. Je suis tout à fait d'accord avec Fabrice. Après, de mon point de vue, il y a 4 éléments qui me paraissent extrêmement importants chez un leader. La première, c'est avoir une vision. Parce que objectivement, sans vision, c'est compliqué. Voilà, donc ça, c'est très important. Avoir de l'audace et du courage. Parce que du courage, c'est... Voilà, on est tous à se dire on est courageux, mais c'est pas vraiment toujours la réalité. L'art de la négociation. Et enfin, une très bonne compréhension du monde qui nous entoure. Et je pense qu'effectivement, le monde est tellement brutal que si on n'a pas ces éléments, c'est très compliqué de fonctionner. Donc Yamina, vous n'avez pas répondu à ma question, mais vous allez la méditer pour pouvoir y répondre ensuite. Je vous pose la question. Est-ce que l'étude que vous portez à travers donc, ces fonds, parce qu'il y a 100 investisseurs et 400 dirigeants européens, est-ce que globalement on peut considérer qu'aujourd'hui le télétravail, la dérégulation du travail dans son organisation oblige le manager à se transformer, ou est-ce que c'est une transformation qui est uniquement liée à des enjeux business et donc économique? Alors attention, Quelqu'un va-t-il répondre à ma question? Mais le monde a changé, en fait. Ah, d'accord. En fait, la question, elle est plus de se dire, pardon, c'est que... J'ai énervé Yamina. Non, pas du tout. Mais la situation est grave. Le monde a changé, les entreprises souffrent. On se retrouve face à des Américains, des Chinois. Donc c'est exogène, et donc c'est des enjeux exogènes. L'IA. D'accord. Mais quand vous parlez du télétravail, je pense que le rapport à l'emploi a changé après 2020, mais soyons lucides que ça, je pense que dans les 5 prochaines années, le télétravail va se réduire de manière considérable. On y est. Hein, on va recréer du lien. On va recréer du lien social. Et si on doit aller vers des transformations, fédérer des équipes autour d'un projet, suivre un leader charismatique, ça se fera avec des rencontres physiques. Je veux dire, on va être sur un paradigme complètement différent parce que ça va être une nécessité. On peut avoir le monde qu'on veut, il va falloir que les hommes se comportent différemment dans l'entreprise. Caroline, et se voient. Vous avez vu dans les 3 styles quand même, évoqués par Robert Laff, c'est assez intéressant. Il y a l'inspiration et le changement. Là, on est sur l'humain, mais il y a quand même le fondement des données. Il faut qu'ils maîtrisent des données et des outils, l'IA. C'est assez intéressant de voir quand même l'enjeu du mélange de l'humain, de l'émotionnel, des soft skills avec la technique. Yamina Talia parlait de vision. Oui. C'est hyper important. C'est-à-dire quelqu'un qui a une vision, un dirigeant qui a une vision. Mais dans sa capacité de décision, il devra associer sa vision stratégique avec des données excessivement précises. Et donc les justifier en quelque sorte. Absolument. Les étayer. Oui, et se rassurer et embarquer. L'agilité, vous vouliez intervenir, Caroline? Non, mais peut-être juste sur... Je sentais que vous vouliez intervenir. Une étude qui a été menée par OpinionWay pour le 28e Global CEO Survey de PwC fin 2024, qui a été publié en début d'année, mais qui est assez... le chiffre m'a étonné, c'est que le moral des chefs d'entreprise est en berne. Ça, malheureusement, il y a peu de doute. Mais les dirigeants restent optimistes. 90% d'entre eux se disaient optimistes en fin d'année dernière, où la situation était déjà compliquée. Voilà, ils ont traversé les crises, Covid, les guerres aux portes de l'Europe, l'arrivée de l'IA. Ils gardent un optimisme nécessaire pour donner ce cap aux équipes. C'est un peu contradictoire, parce que moral en berne et optimisme... Non, parce que je me rappelle de cette étude avec précision, il y avait quand même cette idée que, et c'était précisément dit par le patron de PwC, si les chefs d'entreprise ne montrent pas un optimisme en se levant le matin, qui porte l'optimisme? C'était comme ça qu'était portée l'étude. Ils gardent cette envie d'embarquer même les équipes. Même si le monde est triste et que parfois, ils ont aussi le moral en berne. C'est la force du dirigeant. Mais c'est ça aussi être un leader, non, c'est le bon équilibre entre, effectivement, je vous rejoins sur l'optimisme, et je pense qu'on est autour de cette table parce que nous sommes tous des optimistes et qu'on y croit et qu'on se bat au quotidien. Après, c'est aussi de se dire l'optimisme doit suivre le réalisme. Bien sûr. Et c'est le réalisme qui fait qu'effectivement, on entre en capacité d'action. Et je pense que ça, c'est une donnée extrêmement importante. Juste, je me tourne vers vous parce que vous aviez quand même une petite idée derrière la tête. Vous faites cette étude, vous vous appuyez, étude européenne, vous appuyez sur des dirigeants de différents secteurs. Robert Half se dit, avec ça, je vais avoir un tableau de bord aussi peut-être pour commencer à aiguiller, accompagner au plus près nos clients, parce qu'il y a quand même cette idée-là. Le client, le board se dit, c'est quoi le bon profil, quoi? Qui je dois prendre? Je prends qu'un technicien, je prends quelqu'un qui est plutôt venu des sciences molles, de la psychologie. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous le montrez dans l'étude d'ailleurs qu'il faut distinguer dès maintenant les N-1, N-2 des COMEX et que une majorité d'entreprises a, il me semble, d'après l'étude, du mal à identifier les bons profils. C'est le sujet du plan de succession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, d'avoir une vision à la tête de l'entreprise et une posture
du leader de demain, c'est déjà pas très simple. Mais en revanche, si effectivement on ne regarde pas les 2 strates inférieures au COMEX, ça devient encore plus compliqué. Donc l'exercice est délicat, mais effectivement, on doit impliquer autour d'un projet commun, fédérer ces équipes, les faire partager. Et c'est là qu'on peut se rendre compte qu'effectivement, on n'a pas les bonnes personnes, que ce soit au COMEX, N-1 ou N-2 sous COMEX. Et pas la bonne personne, c'est une personne fermée, c'est une personne, pour être un peu cash, qui ferme la porte de son bureau, c'est une personne qui ne communique pas, Entre autres. c'est une personne qui n'est ouverte pas sur les sujets du monde, enfin je sais pas. Entre autres, ouais. Ouais. Pour rebondir sur On ce est que tu d'accord, viens de c'est un dire, peu fermé, quoi. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, ce qui est intéressant aussi, quand vous êtes face à votre client, c'est plutôt que de focuser sur alors il me faut un patron qui fasse ceci, un titre, etc. C'est plus de l'amener à se poser des questions sur son entreprise, son ambition, sa vision, etc. Et finalement, moi j'ai eu le cas cette semaine avec une cliente où à un moment donné ça partait dans tous les sens. Je lui ai dit mais enfin concrètement tu veux faire quoi de ta boîte ? Et du coup, par rapport à ça... Ça, c'est la question de fond. Non, mais c'est la question de fond. Vrai. Et c'est vrai. Et à partir de là, tu veux l'emmener où, ta boîte ? Tu veux l'emmener où ? C'est quoi tes objectifs, etc. Tu me dis qu'ensuite, tu me dis qu'à 3 ans, il faut avoir doublé ton chiffre d'affaires. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses... Enfin, c'est presque la vie de tous les dirigeants, ça, quand même. Hein. Oui, mais du coup, c'est presque... Ton chiffre d'affaires, quoi. Eh ben, je suis ravi que tu dises ça, parce que quand tu dis c'est presque la vie de tous les dirigeants, ça veut dire que le début est bon, et ensuite, il faut se poser les bonnes questions pour se dire... parce que finalement, cet atterrissage d'un profil... Moi, j'ai eu le cas où j'ai été missionné sur un projet, on en parlait avec Fabrice, et puis ça a totalement changé le projet, parce que la personne, elle s'est retrouvée au COMEX, ce qui n'était pas prévu dès le départ. Mais pas parce que je voulais qu'elle soit au COMEX, mais parce qu'en fait... Dans le travail que l'on fait avec nos clients, on les amène à se poser les bonnes questions. Mais juste, Fabrice, pour aller un peu plus loin, il faut qu'ils se forment, ces leaders, parce que là, on voit bien que c'est une prospective. Hein. Il faut qu'ils se transforment sur la tech, il faut qu'ils prennent les enjeux de décision, il faut qu'ils soient agiles, il faut qu'ils soient ouverts au monde, il faut qu'ils soient dans une intelligence émotionnelle. Enfin, bref, maîtrisent les enjeux RSE. Les enjeux RSE, c'est le mouton à 6 pattes. Comment on fait parce que du tout. Pas du tout. Non, mais en fait, c'est pas un mouton à 6, c'est un mouton à 7 pattes. D'accord. C'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Et je pense que, pour rebondir sur ce que disait Yamina, c'est-à-dire que le décideur ou le dirigeant qui ne sait pas lui-même où il doit aller et qui va se réfugier derrière le fait de dire « c'est mon comité de direction qui dysfonctionne », il faudra l'amener plutôt à une réflexion, en se disant c'est peut-être vous, cher ami, qui dysfonctionnez. Ouais, ça, il faut avoir le souffle pour lui dire. Oui, peut-être que ça vient de toi. Ça s'appelle le courage. Mais effectivement, c'est là où le dirigeant doit se démarquer des autres et d'être conscient que le monde change, que lui doit changer, et s'il ne peut pas le faire seul, il doit y être accompagné. D'où l'existence de boards qui peuvent accompagner. Donc ça veut dire quoi ? De cadres processés, de profils qu'on met dans une IA pour dire lui, il coche toutes les cases. Concrètement, comment on fait ? Non, mais avant moi, il y a une phrase qui me revient, c'est il y a eu une interview de Pouyanné dans Les Échos, et il y a quelque temps, il a dit ça serait si, alors je le dis pas aussi bien que lui, si on avait des champions du numérique en Europe. Après, on aime ou on n'aime pas, mais pas totalement tort. Non, mais c'est sacrément courageux de dire ça. Enfin, je veux dire, ben voilà, c'est un patron, il est visionnaire, il est courageux, il dit des choses... Sans faire de passerelle pour revenir à mes vieilles passions, mais quand on entend Attal qui parle du culte du chef, que c'est la fin du culte du chef, et qu'aujourd'hui il faut finalement une démocratie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus apaisée et plus horizontale, c'est de ça dont on parle aujourd'hui sur ce plateau. C'est-à-dire le chef, l'impérateur qui dirige sa boîte, globalement, il a moins d'espace aujourd'hui. Oui, il faudra toujours quelqu'un qui prenne des décisions, surtout dans les périodes difficiles. Et il faut un capitaine. Et les collaborateurs d'un groupe aiment qu'il y ait un capitaine qui prenne des décisions. En revanche, la manière de communiquer ces décisions est complètement différente. Donc vous voyez bien qu'il y a un désir de démocratie au sein des entreprises. Oui, c'est une forme de partage et de fédérer les équipes autour d'un projet. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Et tout le monde ne restera pas à bord du navire. Ça, c'est une certitude. Mais, à condition d'avoir un point de vue et une idée et une ligne à tracer. Et on peut très bien se dire, moi je suis plus cette voie, et c'est pas choquant. Quand on va mettre tout le monde d'accord autour d'un projet d'entreprise, c'est pas possible. Sans citer de nom, quand vous dites tout ça, tous les deux, d'un commun accord, il faut avoir une vision, ça veut dire qu'un certain nombre de dirigeants n'ont pas de vision. Clairement. On est d'accord. Décider, c'est intéressant parce que vient se rajouter une autre couche, les salariés, le manque de vision, le contexte, et puis le climat économique, la visibilité qui s'est raccourcie, une sorte de brouillard, on ne voit plus qu'à 1 ou 2 mètres.
qui pose la question, et que vous soulevez d'ailleurs dans Décideur Magazine, sur le bon équilibre face à l'incertitude. Concrètement, c'est quoi ce sujet-là ? On prend des décisions à vue, on est un peu comme un capitaine sans radar, c'est un peu ça le sujet ? Ce qui est sûr, c'est que face aux difficultés des dirigeants, et justement c'est Olivia Vigneault qui l'évoque dans un de ses articles, Diriger dans l'incertitude, c'est un programme qui est de plus en plus proposé par les écoles de commerce, notamment par HEC, avec un programme très riche. Il y a des enseignements autour de la géopolitique, les grandes transformations économiques, les transitions énergétiques. Le global, le contexte. L'éthique du dirigeant, les villes de demain, l'entreprise de demain. Voilà, pour essayer de les aiguiller dans ces contextes particulièrement délicats. Et c'est tout sauf une science exacte. Je suis d'accord, mais en fait, tout ça, ça n'est possible que si on réouvre la conversation en entreprise. C'est-à-dire ce lien entre le COMEX, les salariés, enfin... Voilà, c'est qu'on se dise les choses. Et moi, je crois beaucoup à la transparence. Et je pense que si on responsabilise ses collaborateurs et qu'on leur dit les choses, des choses telles que si tu ne te formes pas à l'IA, tu pourras peut-être un jour perdre ton job. Je sais, c'est très violent, mais c'est une réalité. Et je pense que, voilà, c'est... Juste ce chiffre, un seul chiffre, puisqu'on est sur l'IA, je ne l'ai pas dit, mais dans votre étude passionnante, 84%, c'est la proportion de dirigeants qui estiment que la maîtrise de l'IA sera une compétence clé d'ici 2035, donc qui est la date butoir. Ça dit quelque chose. Ça veut dire que globalement, il y a les insiders, les outsiders. Il y a ceux qui maîtriseront, puis il y a ceux qui ne maîtriseront pas. Et ils sont en danger. On ne peut pas négliger le fait que l'IA va être un outil de prise de décision fondamental. Ça va être incontournable. Ce n'est pas l'IA qui va diriger l'entreprise. Donc il faut remettre les choses un peu dans leur contexte en disant qu'effectivement, la révolution technologique va influencer complètement le style de management, d'être un outil d'être à la décision. Oui. Dans tous les cas, il faut embarquer tout le monde autour de ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être un expert de l'IA, mais on ne peut pas le négliger. C'est impossible. C'est dur dans le contexte, vous avez vu, je m'obstine un peu, je suis quelqu'un de très pugnace, dans un contexte où les salariés, dit-on aujourd'hui, sont beaucoup plus durs à convaincre, beaucoup plus durs à embarquer. Mais c'est très anxiogène. C'est très anxiogène. Ah, d'accord. Donc c'est pas de leur faute, c'est de la faute à la crise, quoi. C'est un contexte général. Après, on le disait tout à l'heure, on est tous autour de cette table très optimistes. Il faut garder cet optimisme et qui est porté par le chef. Par le dirigeant. Caroline, non, mais c'est juste pour dire, ça rejoint ce que vous disiez, Amina, ça n'empêche pas la transparence. Bien sûr. Et on échange beaucoup avec des DRH sur ces sujets de restructuration, de réorganisation. Tous nous disent la même chose. Il faut absolument être transparent avec les salariés, ceux qui partent comme ceux qui restent sur la situation de l'entreprise. Sinon, aucune transformation ne fonctionnera. Oui, mais en fait, c'est une marque de respect aussi. En fait, il y a une sorte d'ambiance quasiment anxiogène. Oui. C'est-à-dire que... On peut dire anxiogène. Anxiogène. Bon. Ouais. Allons jusque là. J'ai voulu être sympathique. Ouais, voilà. On y est. Et c'est vrai que si on regarde la presse, les gros titres, c'est ça au quotidien. Et du coup, il y a une sorte de tension qui se crée effectivement au sein des entreprises. Voilà, après moi, je vois des candidats tous les jours... Ils me disent tous, moi je veux être formé, j'ai besoin d'être formé. Enfin, il y a quand même une... Voilà. Mais c'est quasiment notre système, c'est-à-dire la presse, c'est nos institutions qui ne sont pas pensées comme ça. Quand vous voyez que dans une classe de terminale, on se retrouve à avoir un 0 parce qu'on a utilisé l'intelligence IA, ça démarre dans l'éducation. Ça bouge un petit peu. Oui, mais ça démarre... Est-ce qu'il faudra que les nouvelles générations gardent leur esprit critique mais c'est en fait le travail, il doit être là à la fois au niveau de l'éducation et à la fois au niveau des entreprises, c'est développer son esprit critique. Juste avant de nous quitter, on forme ou on forme pas ces leaders? Parce que certains ont diagnostiqué leurs difficultés. Alors techniques, puisqu'on parle de l'IA, mais certains disent, effectivement, sur l'intelligence émotionnelle, sur ma manière de communiquer, j'ai du travail. Ça s'apprend ou pas? Ou est-ce qu'il y a un côté inné? Il y a toujours ce sentiment de... on est manager, c'est inné. On peut l'apprendre, on peut se former aussi. Je pense qu'on disait tout à l'heure qu'il faut garder une sensibilité, une capacité de décision et surtout de ne plus travailler en silo. Donc si on se réfugie trop derrière la technique, on reforme des silos. On s'isole et on se cache. Voilà. Donc se former, oui. L'échéance, 10 ans, ok. Je pense qu'on a du temps. Et en même temps, on n'en a pas assez. Donc effectivement, il va falloir appréhender ces outils, se former ou les appréhender et les intégrer. Et pas à marche forcée, mais à marche continue. Là, vous parlez des outils. Moi, je parlais des soft skills aussi, c'est-à-dire la qualité humaine de pouvoir embarquer, de pouvoir convaincre. Ça s'apprend ou pas? Oui, absolument. On peut l'apprendre. Il y a beaucoup de programmes de formation autour des soft skills. En fait, oui, je suis d'accord, mais les fondamentaux, c'est... je pense que la base, c'est de les amener à se poser les bonnes questions. Et à partir du moment où on se pose les bonnes questions, forcément, la réflexion sera de qualité
et, j'allais dire, la formation pourra avoir un impact. Si on ne se pose pas les bonnes questions, ça n'a aucun intérêt. Commencer par pourquoi. Excellente question qui nous prendrait beaucoup de temps. C'est la question fondamentale. Qui suis-je, où vais-je qui est un peu le grand sujet du moment. Mais c'est important. Mais c'est essentiel. Merci à vous, cher Fabrice Coudray, Robert Half, l'étude à découvrir sur votre site qui dresse le portrait robot, enfin, en tout cas le chemin que doit parcourir l'individu en 2035 avec quelques éléments essentiels. Décideur Magazine, faut pas l'oublier. Avec ce numéro, voilà, on le voit sur le bon équilibre dans l'incertitude, et c'est un vrai sujet d'inquiétude pour les chefs d'entreprise. Et Yamina Mouka, avec sa nouvelle entreprise, mais qui est tournée toujours autour de l'humain et de l'accompagnement. Surtout autour de l'humain. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à vous, Caroline de Selville. Merci à vous, Fabrice. Merci, Yamina. Merci à vous pour vos réactions, vos messages, vos encouragements et l'intérêt que vous portez à Smart Job. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.